nous allons voir aujourd'hui les maladies sexuellement transmissibles. Donc, il faut savoir que les maladies sexuellement transmissibles sont dues à différents organismes tels que les bactéries, parmi eux le treponème pâle, l'hémophilus ducré, le chlamydier, le Neisseria gonorrhée, les virus tels que le virus du VIH, le virus de l'hépatite B, C et l'herpès simplex, les champignons tels que le Candida albicans et les parasites tels que le Trichomonas vaginalis. Donc, toutes ces MST sont dues à ces organismes et se transmettent lors des rapports sexuels. Et chaque maladie sexuellement transmissible présente un risque et un degré de gravité variable. Donc, nous allons commencer par la syphilis. Donc, la syphilis, c'est une IST ou une MST non immunisante qui est due à un spirochète, c'est le Treponème pallidum. Son incidence actuellement est à la hausse, en particulier chez les homosexuels, dont plus de la moitié est infectée par le VIH. Donc, le Treponème pâle ou le Treponema pallidum est un bacille hélicoïdal aux spires régulières. Il peut être mis en évidence à l'examen direct au microscope à fond noir ou après coloration argentique. Il faut savoir qu'il n'est pas cultivable. Donc, la transmission de la maladie, elle se fait par voie sexuelle, donc essentiellement. On peut avoir une transmission sanguine, mais elle est exceptionnelle. Par contre, la transmission materno-fœtale, à partir du 4e, 5e mois de la grossesse, est possible. Et le risque est plus important si la syphilis maternelle est récente et proche de l'accouchement. Une contamination du nourrisson lors de l'accouchement est possible également. Donc, la contamination professionnelle n'est envisageable que si l'examen du sujet syphilitique se fait à main nue, ce qu'actuellement on le voit plus. Donc, il faut savoir que la syphilis, elle évolue selon un spectre. Donc, on distingue la syphilis précoce, évoluant depuis moins d'1 an et qui comprend la phase primaire et la phase secondaire, et la syphilis tardive, évoluant depuis plus d'1 an, elle est non contagieuse et comprend la syphilis latente et tertiaire. Donc, de point de vue clinique, la syphilis primaire est marquée par la survenue du chancre avec son adénopathie satellite. L'incubation en moyenne est de 3 semaines. Elle peut aller de 10 à 90 jours après le comptage. Et une antibiothérapie préalable peut allonger la durée d'incubation. Donc, on a dit qu'elle était caractérisée par la présence d'un chancre. Alors, le chancre, c'est quoi? C'est une exulcération unique, c'est-à-dire une petite ulcération superficielle, indurée, c'est-à-dire si on palpe cette lésion, elle est indurée, elle a une base dure, indolore, à fond propre de 5 à 15 mm de diamètre en moyenne. Elle siège habituellement au niveau de la région génitale, plus rarement au niveau de la muqueuse buccale, pharyngée ou anorectale. Ce chancre peut cicatriser en 10 à 14 jours sous traitement et sans traitement, il peut persister entre 3 à 6 semaines. Donc, on a dit que la syphilis primaire était caractérisée par un chancre et une adénopathie. Donc, l'adénopathie, elle apparaît 4 à 7 jours après le chancre, le plus souvent unilatérale, indolore, sans signe inflammatoire. Le siège dépend de la localisation du chancre et en l'absence de traitement, elle peut durer plusieurs mois. Traitée, elle disparaît, donc cette adénopathie, après le chancre. Après la syphilis primaire, survient la syphilis secondaire qui est liée à une dissémination bactérienne systémique. Elle apparaît environ 6 semaines après le chancre, soit à peu près 2 mois après le comptage. On distingue classiquement de point de vue cutané 2 éruptions ou 2 floraisons successives. Donc, la première floraison, c'est ce qu'on appelle la roséole syphilitique. Cette roséole syphilitique se présente sous forme d'un exanthème ou de macules, c'est-à-dire des petites taches roses pâles de 5 à 15 mm de diamètre, non confluentes, qui sont disséminées sur le tronc et la racine des membres. On note pas de signes fonctionnels. Cette éruption peut disparaître spontanément sans laisser de séquelles. Et le plus souvent, elle est confondue avec une virose ou une toxidermie. Après la première floraison, survient donc la deuxième floraison qui est plus tardive et qui est caractérisée par la présence de syphilites papuleuses. Donc, c'est des papules polymorphes, rouges cuivrées, de nombre variable, asymptomatiques,
pouvant être entourées d'une desquamation fine, c'est ce qu'on appelle la collerette de Biette. Le siège de ces papules syphilitiques ou des syphilites papuleuses, donc essentiellement au niveau du tronc, des membres, au niveau du visage, surtout le sillon nasogénien et le mentonnier. La localisation palmoplantaire, elle est très évocatrice, mais elle n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'elle est inconstante. On peut avoir aussi des syphilites qui siègent au niveau de la région périnéale, génitale, et ces lésions, elles sont papulo-érosives, elles sont très contagieuses. À côté donc de ces lésions cutanées, on peut avoir d'autres manifestations telles que la fausse perlèche, c'est des papules qui siègent au niveau des commissures labiales. On peut avoir une atteinte de la langue, une dépapillation en air de la langue, c'est des plaques fauchées, et on peut avoir une alopécie en clairière à petites plaques temporo-occipitales. Les manifestations générales, donc, elles sont caractérisées par la présence de fébricules, polyadénopathie indolore, des arthralgies, une hépatosplénomégalie, des glomérulonéphrites, des hépatites. L'atteinte du système nerveux central, elle est asymptomatique. Quelquefois, elle peut être symptomatique et par atteinte des pères crâniens et on peut avoir des signes de méningite ou d'encéphalite. L'atteinte oculaire à type d'uvéite, de choriorétinite, justifie donc un examen ophtalmologique systématique en cas de syphilis secondaire. Donc après la syphilis secondaire, on rentre dans une phase dite de latence qui est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation clinique, mais la sérologie, elle reste toujours positive. Et cette phase de latence peut durer de quelques mois à quelques années. Ensuite, on rentre dans la syphilis tertiaire, donc elle survient en l'absence de traitement après quelques mois ou années silencieuses. Donc on a des atteintes cutanéo-muqueuses, donc c'est des lésions qui ne sont pas contagieuses, à type de gomme, cutanéo-muqueuse, des tubercules, une atteinte cardiovasculaire, type d'insuffisance aortique, d'anévrisme de l'aorte, une atteinte neurologique, type d'AVC ischémique, de paralysie générale, de TABES. On peut avoir aussi des atteintes osseuses, hépatiques et rénales. En ce qui concerne les formes cliniques, d'abord on a la syphilis congénitale, donc, qui peut se manifester soit par des morts in utero, une prématurité, et parfois une syphilis congénitale symptomatique. Alors la syphilis congénitale symptomatique, elle peut être précoce, c'est-à-dire que les manifestations apparaissent entre la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. Et donc, ce sont des manifestations qui sont équivalentes de la syphilis secondaire. La syphilis congénitale tardive, elle se révèle après l'âge de 2 ans et c'est l'équivalent congénital de la syphilis tertiaire. On peut avoir également des séquelles de syphilis congénitale telles que les anomalies dentaires, les dystrophies osseuses. Autre forme clinique, c'est l'infection VIH et syphilis. Donc la syphilis, elle favorise la pénétration du virus du VIH par les brèches muqueuses et l'infection VIH, elle ne modifie pas significativement la présentation clinique de la syphilis précoce, donc c'est les mêmes manifestations, mais parfois on peut avoir plusieurs chancres, c'est-à-dire plusieurs chancres au cours de la syphilis primaire, et ces chancres peuvent persister jusqu'à l'apparition, c'est-à-dire jusqu'à ce que le malade rentre dans la phase secondaire. Pour ce qui est de la tête neurologique, elle n'est pas plus fréquente au cours de la syphilis précoce et la ponction lombaire n'est indiquée qu'en cas de signes neurologiques ou oculaires patents. Par contre, dans la syphilis secondaire, tertiaire, donc il est recommandé de faire une ponction lombaire systématique. Donc après les manifestations cliniques, on va voir donc comment on peut poser le diagnostic, confirmer le diagnostic de syphilis. D'abord, on a les méthodes directes, donc c'est la microscopie, l'examen sur microscope à fond noir. Et donc, on va recueillir la sérosité du chancre
ou du syphilite papilleuse érosive ou bien à partir de lésions cutanées ou du cordon ombilical lors de la syphilis congénitale. Et donc cette sérosité, elle va être examinée au niveau du microscope et donc elle va mettre en évidence la bactérie hélicoïdale aspirégulière qui est très très mobile. La deuxième méthode de diagnostic, c'est les méthodes sérologiques. Donc, on a deux grands groupes de méthodes suivant l'origine de l'antigène utilisé. Il faut savoir donc que les deux tests sont obligatoires pour pouvoir poser le diagnostic de syphilis. D'abord, on a les tests non tréponymiques qui sont des réactions d'agglutination non spécifiques qui mettent en évidence des anticorps anticardiolipidiques. Alors, le plus souvent utilisé, c'est le VDRL qui se positive en moyenne 8 à 10 jours après l'apparition du chancre. Il reflète l'évolution de la maladie et l'ancienneté de la contamination. Il permet de surveiller l'efficacité du traitement et donc ceci, c'est-à-dire à l'aide d'un VDRL quantitatif. On peut avoir aussi des sérologies faussement positives, c'est-à-dire un VDRL positif avec un TPHA négatif. Elle peut se voir lors de certaines maladies telles que le lupus, lors de certaines causes infectieuses, grossesse, hépatopathie, etc. Le RPR, donc, est aussi un test non tréponymique, mais il est moins utilisé que le VDR. Pour ce qui est des tests tréponymiques, c'est-à-dire les réactions spécifiques, c'est le TPHA essentiellement qui est utilisé. Il faut savoir donc qu'il se positive un peu avant le VDRL, autour du 8e, 10e jour de chancre, et son intensité, elle est cotée en croix. Donc, il atteint rapidement 3 croix, et en l'absence de traitement, il restera à 3 croix jusqu'à la fin de la vie. Il est donc à 3 croix durant la syphilis secondaire, sérologique et tertiaire. Son titre n'est pas un bon marqueur de l'évolutivité ni de la réponse au traitement. Et il ne permet pas de différencier les anticorps syphilitiques des anticorps dirigés contre les tréponématoses non vénériennes. Le FTA, donc fluorescent tréponémal antibody, et le FTA-BS, donc c'est une sérologie ou un test qui est très sensible et donc qui peut donc se positiver très précocement le 5e jour du chancre. Et donc c'est le premier test qui se positive quelques jours avant le VDRL et le TPHA. Il permet aussi un diagnostic sérologique chez le nouveau-né en cas de suspicion de transmission pendant la grossesse. Et dans la syphilis primaire, surtout tout à fait au début du chancre, si les deux tests, TPHA et VDRL, sont négatifs. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'interprétation de la sérologie de la syphilis, premièrement, c'est qu'au stade primaire, le diagnostic de certitude repose sur la recherche du tréponème pâle au microscope à fond noir. Donc, ce test est positif dans 30 à 50% des cas, mais il n'a pas de valeur au niveau buccal. Les deux tests utilisés pour le diagnostic donc, de la syphilis sont le TPHA et le VDRL. Au tout début du chancre, le TPHA et le VDRL peuvent être négatifs. Au stade de syphilis secondaire, ces deux tests sont toujours positifs. Un VDRL positif isolé n'est pas synonyme de syphilis et la surveillance sérologique après traitement repose sur le VDRL quantitatif et aucun test ne permet de différencier une syphilis d'une tréponématose non vénérienne. Et bien sûr, avant d'interpréter les résultats donc, des sérologies, il faut toujours comparer, c'est-à-dire faire un lien entre la clinique et la biologie. Donc pour ce qui est de la prise en charge, alors le traitement repose essentiellement sur les pénicillines. Donc en cas de syphilis précoce, c'est-à-dire la primaire, la secondaire et la latente précoce, on préconise donc une seule injection de benzatine pénicilline G de 2 400 000 d'unités par voie intramusculaire, qui est commercialisée sous le nom d'Extensive. La doxycycline à 200 mg jour ou la tétracycline à 2 g jour pendant 2 semaines peut être prescrite en cas d'allergie à la pénicilline.
pénicilline. En cas d'allergie à la pénicilline et de contre-indication aux cyclines, une désensibilisation serait préconisée. Pour ce qui est de la syphilis tardive, le traitement, c'est toujours les pénicillines, donc la benzatine pénicilline G, 3 injections intramusculaires de 2 400 000 d'unités à une semaine d'intervalle. La désensibilisation à la pénicilline peut se faire en cas d'allergie à la pénicilline. Et l'alternative pour la doxycycline ou les tétracyclines, donc elle est mal validée. Et bien sûr, si on donne ces traitements, ça sera pendant 1 mois, 4 semaines. En cas de neurosyphilis, la pénicilline G sera donc prescrite à la dose de 12 à 24 millions d'unités par jour, par voie intraveineuse, pendant 10 à 14 jours. Alternativement, le CDC recommande la pénicilline procaïne intramusculaire associée au probinécide oral 2 grammes jour. En cas d'allergie à la pénicilline, une désensibilisation doit être proposée. Chez la femme enceinte, donc c'est le même traitement que pour une femme non enceinte, pour les mêmes stades de la maladie. La désensibilisation en cas d'allergie à la pénicilline est recommandée. Et bien sûr, associé à cela, un suivi clinique et biologique et échographique à la recherche de photopathie doit être systématique. Pour ce qui est du sujet séropositif pour le VIH, le traitement standard par la pénicilline est le même en cas de syphilis primaire ou secondaire du sujet séronégatif pour le VIH. Les cyclines ne sont pas validées chez le patient séropositif pour le VIH. Pour ce qui est de la syphilis néonatale, on recommande la pénicilline G en IV, 150 000 unités par kilo par jour pendant 10 à 15 jours. Donc après la syphilis, on passe aux ulcérations génitales. Donc on va voir surtout le chancre mou, l'adénovanose et la maladie de Nicolas-Favre, et cela sous forme d'un tableau. Donc le chancre mou, donc on commence par le chancre mou, il est dû au l'hémophilus du cré. L'incubation est de 5 jours, elle est de moins de 5 jours. Et la clinique, donc, il se présente sous forme d'une ulcération douloureuse, à fond sale et purulent, non induré, souvent multiple, à bord net, surélevé. Le siège, c'est surtout au niveau au niveau des régions génitales, la verge ou le scrotum et la vulve. Il peut s'accompagner donc très souvent d'une adénopathie unilatérale très inflammatoire qui peut se fistuliser. Et donc le diagnostic repose sur l'examen direct qui est peu sensible, donc la coloration au MGG au gramme va montrer des bacilligrammes négatifs groupés en chaîne de bicyclette. Et le traitement repose sur l'azithromycine 1 g ou la ceftriaxone 250 mg en IM, une dose, la ciprofloxacine 1 g par jour pendant 3 jours ou l'érythromycine 2 g par jour pendant 7 jours. La deuxième maladie qui peut se manifester par des ulcérations génitales, c'est la donovanose qui est due au Klebsiella granulomatis. Donc l'incubation est de 1 à 6 semaines. Elle se manifeste donc par une ulcération non indurée, indolore, unique ou multiple à fond propre, à surface granulomateuse surélevée en plateau avec tendance à l'extension et nécrotisation avec même mutilation. Donc c'est des lésions qui peuvent évoluer vers des lésions ulcéro-végétantes, mutilantes et induire ainsi un pseudo-éléphantiasis. Il n'y a pas d'adénopathie. L'examen direct, donc c'est au frottis qu'on met en évidence les corps de Donovan dans les histiocytes. Bien sûr avec coloration MGG. Le traitement donc repose sur l'érythromycine 2 g par jour pendant 3 semaines. La maladie de Nicolas-Favre ou lymphogranulomatose vénérienne due au chlamydia trachomatis. Donc la période d'incubation, elle dure entre 3 et 30 jours. Donc se manifeste par des papillopustules, des ulcérations indolores, une anorectique et une altération de l'état général. Donc on a un syndrome génito-anorectal. Donc le siège, c'est les organes génitaux externes, la cavité buccale,
et la région rectale. S'accompagne d'une lymphadénopathie inflammatoire qui peuvent se fistuliser avec plusieurs pertuis en pomme d'arrosoir. Donc, le diagnostic repose sur la culture, donc le chlamydia trachomatis, donc cultivé sur milieu cellulaire, cellules de McCoy ou par PCR. Donc, le traitement, c'est surtout les cyclines, l'érythromycine en deuxième intention pendant 3 semaines, et bien sûr avec une ponction évacuatrice du buban pour prévenir la fistulisation. Les condylomes, donc les condylomes anogénitaux, ce sont des tumeurs épithéliales bénignes qui sont dues au human papillomavirus. Donc il existe plusieurs HPV. Il faut savoir que c'est le HPV 16 et 18 qui sont à haut risque oncogène et donc responsables des cancers du corps. C'est pour cela donc les condylomes doivent être pris en charge et traités pour éviter d'arriver donc au cancer du corps. Donc la période d'incubation elle est variable de 3 semaines à plusieurs mois et le principal mode de transmission est sexuel. Donc on peut avoir d'autres modes de transmission manuels, perpartum, lors du passage de la filière, donc qui sont possibles. Donc la lésion élémentaire, c'est quoi? C'est la classique crête de coq. Donc c'est des papules exophytiques en chou-fleur, verruqueuses ou lobulées, de couleur chair ou érythémateuses parfois, hyperpigmentées au nombre variable. Donc elles sont asymptomatiques. La localisation, surtout la région génitale, le col, la zone périanale, pubienne et scrotale. Donc le traitement, il n'y a pas de traitement spécifique des infections à HPV. Donc, le traitement est basé sur la cryothérapie, l'électrocoagulation, le laser CO2, l'utilisation de l'imiquimod. Et bien sûr, il faudrait toujours rechercher une autre IST associée et examiner le partenaire et le traiter. La gonococcie et les infections génitales basses non gonococciques. Donc, dans ce chapitre, on va voir la gonococcie, le chlamydia, trachomatis, les infections à mycoplasme et le trichomonas. Donc, l'urétrite gonococcique, donc elle est due au Neisseria gonorrhée, qui est transmis sexuellement. L'incubation, elle est courte, en général 2 à 5 jours. Cette période, elle est contagieuse. Donc, se manifeste donc on a une symptomatologie bruyante, un écoulement urétral dans 90% des cas. Cet écoulement peut être purulent, jaune verdâtre, associé à une dysurie marquée, ce qu'on appelle la chaude pisse. Et on peut avoir aussi une balanite gonococcique avec infection des glandes de Litre et de Tyson. Donc, les complications chez l'homme, c'est l'orchiépididymite. Donc, on a une grosse bourse douloureuse, inflammatoire, unilatérale, avec un épididyme sensible à la palpation. Ça peut aller donc jusqu'à l'obstruction épididymaire, l'azospermie, unie, voire bilatérale, et une stérilité secondaire. La prostatite aussi est une complication donc, qui se voit chez l'homme, qui se manifeste donc par une dysurie majeure, fièvre élevée, frisson, douleur périnéale. Et on peut avoir aussi des coprites, des tisonites, balanites, etc. Donc les autres gonococcies, donc l'anorexite qui peut être isolée ou associée à la forme génitale, se voit dans 10 à 20% des atteintes anorectales, donc représente 10 à 20% d'atteintes anorectales en cas d'atteinte génitale chez la femme et les homosexuels. Autre gonococcie, c'est la pharyngite qui est fréquente mais pratiquement toujours asymptomatique. Et la conjonctivite, donc c'est une conjonctivite qui est purulente avec risque de cécité. C'est-à-dire elle est due à un manuportage à partir d'un foyer génital ou se voit chez les nouveau-nés, mais depuis l'utilisation des collyres, donc cette forme elle a disparu. Les septicémies subaiguës, donc cliniquement se manifeste chez la femme se voit surtout chez la femme et c'est une conséquence d'infections gonococciques asymptomatiques non diagnostiquées et non traitées. Donc, elle se manifeste par une fièvre, arthralgie, ténosynovite, des signes cutanés à type de pustule aux extrémités au regard des articulations. Donc, on a une oligopolyarthrite asymétrique. On peut avoir une monoarthrite poignet ou genou,
c'est plus rare, et d'autres atteintes viscérales possibles, spléniques, hépatiques, myocardiques, endocardiques et méningiques. Donc le traitement des urétrites non compliquées, c'est surtout la ceftriaxone, 500 mg en IM, dose unique, peut être utilisé en sous-cutané ou en IV en cas d'anomalie de l'hémostase. Un traitement antichlamydien doit être systématiquement associé à type d'azithromycine, 1 g per os en dose unique. Et bien sûr, les mesures associées, il faut dépister, faire le bilan des autres maladies sexuellement transmissibles, examiner et traiter le partenaire et préconiser des rapports protégés. L'infection à chlamydie et trachomatis, donc elle se traduit chez l'homme par une érythrite, chez la femme par une cervicite. Elle est fréquente, 50 fois plus fréquente par rapport aux infections à gonocoque, se voit chez l'adulte jeune et la femme, donc due au chlamydie et trachomatis intracellulaire obligatoire, la transmission sexuelle uniquement et l'incubation elle est de 10 à 15 jours. Donc chez l'homme se manifeste par une érythrite aiguë, plus souvent asymptomatique, avec des signes fonctionnels urinaires, brûlures, dysurie, un écoulement urétral clair inconstant et rechercher les complications orchiépididymite et prostatite. Chez la femme, c'est une cervicite asymptomatique dans 80% des cas, ou bien avec des symptômes modérés, leucorrhée, col inflammatoire, et bien sûr ici aussi rechercher les complications salpingites, qui sont les plus fréquentes. Les infections à chlamydier, donc pour l'examen, c'est-à-dire le diagnostic repose surtout par la PCR sur le premier jet urinaire et ou les frottis urogénitaux. Donc cette PCR elle est sensible et spécifique. On peut faire aussi un examen bactériologique sur prélèvement local. Et bien sûr, il faut faire un bilan IST, sérologie des autres IST et un examen bactériologique sur prélèvement local pour le gonocoque. Donc les complications, c'est le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, l'arthrite, un type d'arthrite qui se manifeste par une arthrite conjonctivite et urétrite, l'orchiépididymite aiguë, la prostatite, la salpingite, elle est le plus souvent subaiguë qui évolue à bas bruit, et l'ophtalmie néonatale et pneumonie néonatale à chlamydie trachomatis. Le traitement, il doit être débuté immédiatement, donc après les prélèvements. Donc, il faut toujours associer un traitement contre le gonocoque et contre le chlamydier. Donc, contre le chlamydier, c'est les cyclines, vibramycine, péros pendant 7 jours ou macrolide, azithromycine, 1 g per os en dose unique. Contre le gonocoque, c'est les ceftriaxone, 500 mg en IM en dose unique. Et bien sûr, les mesures associées aux autres IST, telles qu'on les a déjà citées. L'infection à mycoplasme, les urétrites à mycoplasme sont associées donc à un écoulement purulent dans plus de 60% des cas. Le portage asymptomatique est possible et donc la recherche du mycoplasme doit être limitée aux urétrites qui ne répondent pas à une première antibiothérapie active sur le Neisseria gonorrhoeae et le chlamydie trachomatis. Et le traitement, donc, il est intéressant avec l'azithromycine. Le trichomonas, donc c'est un parasite protozoaire flagellé qui est transmis quasi exclusivement par les rapports sexuels. Il est responsable d'urétrite, le plus souvent subaiguë, de balanoprostite, postite et de vaginite ou cervico-vaginite. Le diagnostic repose sur l'examen direct à l'état frais et sur les cultures sur milieux spéciaux. Le traitement repose sur les nitroimidazolés, le flagile 2 grammes en une prise unique. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie et je vous souhaite